Il est 18h à Paris, midi à Haïti et 16h à Dakar. Vous écoutez RFI. Et tout de suite, le journal en français facile avec vous, Sophie Pouzrat. Bonjour Sophie. Bonjour Marjorie, bonjour à toutes et à tous. À la une de cette nouvelle édition, nous serons en direct à Lille, dans le nord de la France, où la France affronte la Suède en demi-finale de handball féminin. Et puis nous irons à Paris, Bercy pour une autre demi-finale, celle entre la France et l'Allemagne au basket masculin qui a commencé il y a une demi-heure. À la une également, c'est fait, Mohamed Younous a prêté serment comme nouveau chef du gouvernement de transition au Bangladesh. Il promet de rétablir la loi et l'ordre dans le pays, vous l'entendrez. Et puis Carles Puigdemont est réapparu à Barcelone. Le chef des indépendantistes catalans a prononcé un rapide discours avant de disparaître à nouveau alors qu'il est recherché par la police espagnole. On en reparle tout à l'heure dans ce journal. Le journal en français facile. Paris vit toujours à l'heure olympique. Les Jeux battent leur plein dans la capitale française, mais aussi dans d'autres villes, comme à Lille, dans le nord de la France. Et c'est là qu'on vous retrouve. Christophe Diremzian, vous suivez pour nous la demi-finale de handball féminin entre la France et la Suède. Effectivement, eh bien, cette demi-finale va se prolonger puisque les deux équipes sont à égalité, 25 partout à l'issue du temps réglementaire. Les Suédoises qui ont pourtant mené de 4 buts dans cette seconde période, mais les Françaises ne se sont jamais démobilisées, jamais désunies. Elles ont réussi à revenir et malgré toute l'efficacité de la portière suédoise Jonna Bunsen qui en est à 15 arrêts dans ce match, eh bien les Françaises ont réussi à revenir au score. Elles avaient une tentative d'égalisation, puis la possibilité de marquer un dernier but à 20 secondes seulement de la pause et elles n'y sont pas parvenues. On va donc devoir patienter ici, tout comme le public du stade Pierre-Mauroy, évidemment toujours très fervent derrière l'équipe de France. Patienter pour 2 fois 5 minutes de prolongation et on verra éventuellement si on a besoin d'une seconde prolongation, voire de tir au but. Donc le suspense continue ici au stade Pierre-Mauroy. La première prolongation va démarrer dans quelques instants et on rappelle le score, 25 partout entre les Suédoises et les Françaises. Merci Christophe Diremzian. Autre demi-finale olympique en basket masculin cette fois, le match France-Allemagne. Victor Misistrano, vous êtes à Paris, Bercy, avec Sarah Danin pour suivre cette rencontre. Tout à fait, dans une ambiance qui est en train tout simplement de prendre, on va dire, la salle qui se lève enfin. Les Français ont été un petit peu refroidis par une entame difficile. C'est vrai, Sarah Danin, qu'en face, l'équipe d'Allemagne est en train de faire tout simplement un très gros match et d'assumer son statut de championne du monde. Ouais, les Allemands sont très très forts, ils sont hyper forts. En défense, en fait, ils ont fermé le jeu dès le départ. Et puis en plus, derrière, ils marquent des points, très clairement, en extérieur, en 3 points, en rentrant aussi dans la défense des Français. Et c'est Kali, à côté de ça, du coup les Français ils sont complètement coincés dans cette eau là. On vient de voir un contre énorme de Wemby et là on sent que les Français sont à nouveau bien présents et ils chauffent en plus le public, c'est royal. Voilà. Avec une faute qui vient d'être sifflée sur Rudy Gobert, l'équipe de France qui aura le ballon sur la prochaine attaque et qui est menée 22-28 par l'Allemagne. On est dans le deuxième quart-temps, Sophie. Merci à vous, Victor Misistrano et Sarah Danin en direct de Paris-Bercy. À noter que l'autre demi-finale de basket opposera la Serbie aux États-Unis. Ce sera tout à l'heure, 19h, temps universel. Radio France Internationale. Son arrivée était attendue par la population. L'avion de Mohamed Younous a atterri au Bangladesh ce jeudi et le prix Nobel de la paix a prêté serment il y a moins d'une heure en tant que chef du gouvernement de transition. Un gouvernement qui doit aider le pays à sortir d'une crise politique qui dure depuis la fuite de l'ancienne première ministre Sheikh Hasina. Je vous propose d'écouter Mohamed Younous. C'était à son arrivée à Dakar ce jeudi dans la journée. Le Bangladesh est une grande famille et nous voulons avancer tous ensemble. Nous voulons nous débarrasser de toute perturbation et du moindre conflit. Ceux qui ont pris la mauvaise direction, nous voulons les ramener sur le droit chemin pour travailler ensemble.
Dans le même temps, j'entends que la loi et l'ordre ont été très perturbés. Les gens s'attaquent entre eux, brûlent des biens, détruisent des propriétés, attaquent des bâtiments officiels et les minorités sont ciblées. Les bouddhistes, les hindous, les ahmadistes et les chrétiens. Les médias ont également été ciblés. Tout cela fait partie d'une conspiration. Notre travail est en priorité de protéger chaque citoyen. Mohamed Younous, le nouveau chef du gouvernement de transition au Bangladesh. Pas de sortie de crise en vue au Moyen-Orient malgré l'inquiétude de la communauté internationale. L'Iran accuse Israël de vouloir étendre la guerre dans la région et a promis de riposter après l'assassinat du chef du Hamas la semaine dernière. Un assassinat que Téhéran qualifie d'erreur stratégique et qui, je cite, coûtera cher à l'État hébreu. En parallèle, la Norvège a convoqué une représentante israélienne dans le pays, c'est-à-dire qu'elle lui a demandé de venir au ministère des Affaires étrangères. La raison, c'est qu'Israël a décidé de ne plus reconnaître le statut diplomatique des représentants norvégiens auprès de l'autorité palestinienne. Aux États-Unis, depuis qu'elle est devenue la candidate du Parti démocrate pour l'élection américaine, Kamala Harris fait un très bon début de campagne et continue de grimper dans les sondages. Et forcément, ça ne rassure pas le camp des Républicains. Le candidat du parti, Donald Trump, a décidé de s'exprimer face à la presse ce jeudi depuis sa résidence en Floride. Il l'a annoncé il y a quelques heures sur son réseau Truth Social. De la politique toujours, mais en Espagne. À présent, le chef des indépendantistes catalans, Carles Puigdemont, est apparu rapidement à Barcelone ce jeudi avant de disparaître à nouveau, alors qu'il était en exil depuis 7 ans, c'est-à-dire qu'il a été expulsé d'Espagne sans avoir le droit de revenir. Il a prononcé un bref discours devant des milliers de partisans près du Parlement catalan, le lieu où le nouveau président du gouvernement régional doit être élu. Il n'a pas été interpellé par la police, même si elle cherche encore à l'arrêter pour son rôle dans la tentative d'indépendance ratée de la région de la Catalogne en 2017. Nicolas Falaise, bonjour. Bonjour. Vous revenez sur la situation avec la Catalogne. Oui, la Catalogne possède un statut autonome en Espagne, alors que les nationalistes catalans, eux, réclament l'indépendance de cette région. En 2017, ils organisent un référendum. Le oui à l'indépendance l'emporte, mais le vote est déclaré illégal. C'est alors le début d'une tentative de sécession de la Catalogne, qui à l'époque est dirigée par un président de région indépendantiste, Carles Puigdemont. Poursuivi pour terrorisme, ce dernier prend alors le chemin de l'exil. En tout, plus de 400 personnes ont été poursuivies ou condamnées en lien avec cette crise indépendantiste en Catalogne. Ces derniers mois, un projet d'amnistie a agité l'Espagne. Une loi qui a finalement été votée le 30 mai dernier, ce qui a permis à des indépendantistes de rentrer dans leur pays. Mais la justice espagnole a maintenu certaines charges contre Carles Puigdemont. Il savait donc qu'il risquait une arrestation ce jeudi en revenant en Espagne. Merci Nicolas Falaise. En République démocratique du Congo, Corneille Nangaa, coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo, a été condamné à mort ce jeudi par la cour militaire de Kinshasa. L'ancien président de la CENI a été reconnu coupable de crimes de guerre, de trahison et de participation à un mouvement insurrectionnel. Le tribunal a souligné son rôle en tant que chef hiérarchique dans ses activités qualifiées de criminelles du M23 dans l'est de la RDC. Lui et 25 autres personnes prévenues n'ont pas échappé à la peine la plus lourde. Toujours sur le continent africain, au Kenya, des manifestants se sont à nouveau rassemblés pour dénoncer la politique du président du pays, William Ruto, dans la capitale, Nairobi. La police a tiré des gaz lacrymogènes sur les personnes présentes. Le mouvement de protestation a lieu depuis le mois de juin et ce jeudi, l'ONG Reporters sans frontières a dénoncé des violences commises contre des journalistes par la police kenyane pendant des manifestations. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Keir Starmer appelle à ne pas relâcher les efforts contre les violences de l'extrême droite. Depuis l'assassinat de 3 petites filles la semaine dernière, des émeutes ont secoué le pays et ont visé des mosquées et des centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. Ce mercredi, la situation s'est un peu apaisée et des milliers de personnes ont manifesté calmement contre le racisme dans plusieurs villes du pays.
Et puis il y a la déception chez les fans autrichiens de Taylor Swift. La star de la pop ne se produira pas à Vienne. Ses 3 concerts prévus cette semaine ont été annulés face à des menaces d'attentats islamistes. 2 personnes ont été arrêtées. Le principal suspect, lui, planifiait un attentat suicide. Au total, plus de 170 000 spectateurs étaient attendus en Autriche. C'est la fin de ce journal en français facile. Tout de suite, l'heure de Radio Jeux International avec Hugo Moissonnier. Bonjour Hugo. Bonjour.